Il y a des pertes de relations qui préparent la relation. Oh, tu divorces pourquoi? Oh, sa tête ne me convient plus, reste là. Oh, tu divorces pourquoi? Elle est sorcière. D'adultère, arranger les sons, je vais parler. Oui, je vais parler. Le chrétien ne peut divorcer que pour raison d'adultère. Et cet adultère, ça ne doit pas être de la pensée, hein. Tu dois avoir des preuves. Oh, je soupçonne. Oh, si on te soupçonne. Ma femme n'est pas morte en cherchant à faire du BBL. Elle avait le BBL naturel des Balouba. Divorce, je ne l'ai jamais frappé, je ne l'ai jamais insulté, je ne l'ai jamais tapé. Après 18 ans de mariage, je lui ai redemandé en mariage. C'est Dieu lui-même qui a dit, ils sont nombreux. Enlève-les. Fais un examen. Tous ceux qui sont mous, qu'ils partent, qu'il ne reste que des 300 personnes qui prennent de l'eau comme des militaires, pas comme des civils. Le Seigneur va élaguer les gens dans ta vie. Lorsque Dieu veut briser un cycle, Dieu enlève des gens qui maintiennent le cycle. Commençons par une réalité que tout le monde a remarquée, mais que très peu ont analysée jusqu'au bout. Le mariage d'Esther et du pasteur Marcelo est en train de se défaire. Un mariage qui n'a duré que quelques mois. Un mariage qui n'a pas encore eu le temps de s'installer, de mûrir, de construire quoi que ce soit de solide. Un mariage qui, selon toute apparence, est déjà en train de s'effondrer avant même d'avoir vraiment commencé. Et la question que nous devons poser ce soir est celle-ci. Pourquoi? Pourquoi ce mariage-là? Ce mariage qui semblait avoir été voulu, planifié, célébré. Pourquoi est-il déjà en train de craquer? Plusieurs hypothèses circulent, et nous allons les examiner une par une, avec toute la rigueur que cette affaire exige. La première hypothèse, c'est qu'Esther elle-même a découvert des choses sur l'homme qu'elle a épousé, des choses que Blanche savait depuis longtemps et qui avaient poussé Blanche à vouloir partir. Est-ce qu'Esther, en s'installant dans la vie du pasteur Marcelo, en prenant la place de Blanche, en accédant à son intimité et à ses secrets, est-ce qu'Esther a découvert à son tour la face cachée de cet homme? Est-ce qu'elle a vu ce que Blanche avait vu? Est-ce qu'elle a compris ce que Blanche avait compris? Et est-ce que cette compréhension-là est en train de la pousser, elle aussi, vers la sortie? Si c'est le cas, mesdames et messieurs, alors nous sommes face à quelque chose d'extraordinairement révélateur. Oui, Blanche voulait divorcer. Blanche, cette femme qui avait consacré 18 ans de sa vie au pasteur Marcelo, cette femme qui avait porté ses enfants, qui avait partagé sa vie publique, qui s'était tenue à ses côtés devant des milliers de fidèles, cette femme-là avait décidé que c'en était assez, que la coupe était pleine, qu'elle ne pouvait plus continuer. Et la question que tout le monde se pose ce soir, la question qui brûle, la question qui ne lâche pas, c'est pourquoi? Pourquoi une femme comme Blanche, après 18 ans de mariage, après 4 enfants, après tout ce qu'elle avait construit et tout ce qu'elle avait sacrifié, pourquoi voulait-elle divorcer? Parce que divorcer, mesdames et messieurs, ce n'est pas une décision que l'on prend à la légère. Surtout pas dans le contexte d'une famille pastorale. Surtout pas quand on est la femme d'un homme d'église, d'un homme public, d'un homme que des milliers de personnes admirent et respectent. Dans ce contexte-là, demander le divorce, c'est prendre un risque énorme. C'est s'exposer au jugement, à la critique, à la condamnation. C'est savoir que l'on va être pointé du doigt, que l'on va être accusé, que l'on va être vu comme celle qui a brisé la famille, celle qui a failli, celle qui n'a pas tenu ses engagements devant Dieu et devant les hommes. C'est un prix extrêmement lourd à payer. Et pourtant, Blanche était prête à le payer. Blanche avait décidé que ce prix-là valait mieux que de continuer à vivre ce qu'elle vivait. Et ça, mesdames et messieurs, ça nous dit quelque chose d'essentiel. Ça nous dit que ce que Blanche vivait à l'intérieur de ce mariage était suffisamment grave, suffisamment douloureux, suffisamment insupportable pour qu'elle choisisse l'option la plus difficile, l'option la plus coûteuse, l'option la plus risquée, plutôt que de continuer à faire semblant que tout allait bien. Alors qu'est-ce qui se passait vraiment derrière les portes fermées de cette maison? Qu'est-ce que Blanche vivait au quotidien qui l'avait amenée à ce point de rupture? Plusieurs éléments ont circulé, plusieurs informations ont filtré, et ce soir nous allons les examiner une par une, avec toute la rigueur et tout le sérieux que cette affaire mérite. Le premier élément, c'est les menaces. On dit que Blanche était menacée. On dit qu'elle vivait dans la peur à l'intérieur de son propre foyer. Imaginez ça. Imaginez rentrer chez vous chaque soir et ressentir non pas la sécurité, non pas la chaleur, non pas la paix, mais la peur. Imaginez vivre sous le même toit que quelqu'un et avoir peur. Avoir peur de dire ce que vous pensez. Avoir peur d'exprimer ce que vous ressentez. Avoir peur des conséquences de vos propres mots, de vos propres gestes, de vos propres décisions. C'est une forme de prison. C'est une prison sans barreaux, visible, mais c'est une prison quand même. Et Blanche, selon ce qui se dit, vivait dans cette prison-là depuis un certain temps. Des menaces. Le mot est fort. Le mot est grave. Et il soulève immédiatement une question. Des menaces de quelle nature? Des menaces verbales? Des menaces physiques? Des menaces psychologiques? Nous ne le savons pas avec précision. Mais ce que nous savons, c'est que ces menaces étaient suffisamment réelles, suffisamment sérieuses pour que Blanche envisage de tout quitter. Pour que Blanche décide que la sécurité de partir valait mieux que le danger de rester. Pour que Blanche choisisse l'inconnu d'une vie, sans son mari, plutôt que la certitude terrifiante d'une vie à ses côtés. Et il y a quelque chose de profondément troublant dans tout ça. Parce que nous parlons d'un homme d'église.
nous parlons d'un pasteur, nous parlons d'un homme dont la vocation, dont la mission, dont le rôle est précisément de protéger les plus vulnérables, d'accompagner ceux qui souffrent, de prêcher l'amour, le respect, la dignité humaine. Et si les accusations sont fondées, si vraiment Blanche était menacée à l'intérieur de ce foyer, alors nous avons affaire à une contradiction absolument déchirante. Une contradiction entre les mots prononcés en chair et la réalité vécue à la maison, entre l'image publique et la vérité privée, entre ce que cet homme prêchait et ce qu'il pratiquait. Mais continuons. Parce que les menaces ne sont que la première couche de cette histoire. Il y a quelque chose de plus profond encore, quelque chose de plus explosif, et c'est la question des secrets. On dit que Blanche savait, on dit que Blanche détenait des informations sensibles, des informations dangereuses, des informations concernant son mari, des affaires de blanchiment d'argent, des transactions douteuses, des activités financières qui n'auraient jamais dû voir la jour. Et quand on est la femme de quelqu'un depuis 18 ans, quand on partage sa vie, son intimité, ses finances, ses réseaux, on voit des choses, on entend des choses, on sait des choses que l'on n'était pas censé savoir, mais que la proximité inévitable de la vie conjugale vous impose malgré vous. Et Blanche savait. Blanche avait accumulé au fil de ses 18 années de mariage une connaissance approfondie des affaires de son mari, une connaissance qui lui donnait du pouvoir, mais qui lui donnait aussi une cible dans le dos, parce que celui qui sait trop dans certaines situations devient dangereux, et celui qui est dangereux devient une menace, et une menace doit être neutralisée. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Est-ce que c'est ce que les secrets de Blanche, sa connaissance des affaires financières de son mari, ont contribué à la situation de danger dans laquelle elle se trouvait? Est-ce que c'est pour ça qu'elle était menacée? Est-ce que c'est pour ça qu'elle voulait partir? Parce qu'elle avait compris que sa sécurité dépendait de sa capacité à s'éloigner de tout ça. Ce sont des questions que nous ne pouvons pas ignorer ce soir. Ce sont des questions qui s'imposent à nous avec une force et une urgence que vous ressentez, j'en suis sûr autant que moi. Parlons maintenant de ces affaires financières. Parlons de ce blanchiment d'argent dont on parle, parce que c'est un mot très sérieux. Le blanchiment d'argent, mesdames et messieurs, c'est une activité criminelle. C'est le fait de prendre de l'argent obtenu de manière illégale et de le faire passer pour de l'argent propre, de l'argent légitime, de l'argent honnête, à travers des mécanismes financiers complexes et soigneusement dissimulés. Et quand on entend que ces accusations circulent autour du pasteur Marcelo, on ne peut pas simplement hausser les épaules et passer à autre chose, parce que voilà ce que ça signifie. Si ces accusations sont fondées, si vraiment le pasteur Marcelo était impliqué dans des activités de blanchiment d'argent, alors nous avons affaire à une double vie absolument spectaculaire. Un homme qui prêche la droiture et la moralité en public, et qui manipule de l'argent sale en privé. Un homme qui guide des fidèles sur le chemin de la vertu, et qui marche lui-même sur un chemin bien différent loin des regards. Un homme qui invoque le nom de Dieu en chair, et qui fait des choses en coulisses que Dieu, justement, n'approuverait certainement pas. Et Blanche savait tout ça. Blanche vivait avec tout ça. Blanche portait le poids de tout ça chaque jour depuis des années. Et à un moment donné, ce poids est devenu trop lourd. Ce poids est devenu insupportable. Et Blanche a décidé qu'elle ne voulait plus le porter, qu'elle ne pouvait plus le porter, qu'elle avait le droit de poser ce poids et de recommencer à vivre comme un être humain libre, digne et en sécurité. Voilà pourquoi elle voulait divorcer. Pas par caprice, pas par légèreté, pas parce qu'elle s'était lassée de son mari ou qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre. Non. Blanche voulait divorcer parce qu'elle avait peur, parce qu'elle était en danger, parce qu'elle savait des choses qui mettaient sa vie en péril, et parce qu'elle avait compris que la seule façon de survivre, peut-être, c'était de partir. Mais elle n'a pas pu partir à temps. Et c'est là que cette scène prend toute sa dimension tragique. Blanche voulait partir. Blanche avait exprimé ce désir de divorce. Blanche avait fait les premiers pas vers une sortie de cette situation. Et pourtant, Blanche est morte. Blanche est partie, mais pas de la façon dont elle l'avait prévu, pas vers la liberté qu'elle espérait, vers autre chose, vers quelque chose que personne ne choisit et que personne ne peut contrôler. Et maintenant que Blanche est morte, maintenant qu'elle ne peut plus parler, maintenant qu'elle ne peut plus témoigner, maintenant qu'elle ne peut plus dire ce qu'elle savait et ce qu'elle avait vécu, que reste-t-il de tout ça? Que reste-t-il de ses secrets? Que reste-t-il de sa vérité? Que reste-t-il de tout ce qu'elle portait en elle et qu'elle n'a jamais eu l'occasion de révéler au grand jour? La réponse, mesdames et messieurs, est à la fois simple et terrible. Il reste le silence. Il reste le vide. Il reste l'absence de celle qui aurait pu tout expliquer, tout éclaircir, tout mettre à plat. Et dans ce silence, dans ce vide, dans cette absence, les questions prolifèrent, et que les spéculations s'enflamment, les théories se multiplient, et personne ne peut les arrêter, parce que la seule personne qui aurait pu le faire n'est plus là. Pensons aussi aux enfants, dans tout ça. Choukrani, Oracle, et leurs frères et sœurs. Ces enfants qui grandissent aujourd'hui sans leur mère. Ces enfants qui portent en eux, peut-être sans même en avoir pleinement conscience, l'héritage douloureux de tout ce que leur mère a traversé. Ces enfants qui devront un jour, peut-être, faire face à la réalité de ce que leur père est ou n'est pas. Ces enfants qui méritent la vérité,
Pas pour les blesser, pas pour les détruire, mais parce que la vérité, même douloureuse, est toujours préférable au mensonge, même confortable. Et il y a quelque chose d'autre qui mérite qu'on s'y attarde ce soir. Quelque chose qui concerne la nature même des secrets que Blanche détenait. Parce que quand on parle de blanchiment d'argent, on ne parle pas d'une petite irrégularité, d'un petit arrangement discret que tout le monde fait, et que personne ne remarque. Non. On parle d'un système. On parle d'une organisation. On parle de quelque chose qui implique des réseaux, des complicités, des montages financiers complexes. On parle de quelque chose qui, si c'est vrai, dépasse largement le cadre d'une simple affaire familiale. Et ça soulève une question extraordinairement importante. Qui d'autre savait ? Qui d'autre était impliqué ? Qui d'autre dans l'entourage du pasteur Marcelo était au courant de ses activités ? Parce que ce genre de choses ne se fait jamais seul. Ce genre de choses nécessite des complices, des facilitateurs, des gens qui regardent ailleurs au bon moment et qui ferment les yeux sur ce qu'ils ne devraient pas voir. Et toutes ces personnes-là, si elles existent, ont tout intérêt à ce que la vérité ne sorte jamais. Tout intérêt à ce que les secrets de Blanche restent des secrets. Tout intérêt à ce que personne ne pose les bonnes questions. Mais nous, pour ce soir, nous posons les questions. Parce que c'est notre rôle. Parce que c'est notre devoir. Parce que derrière cette histoire, derrière ces drames familiaux et ces ruptures conjugales, il y a peut-être une vérité bien plus grande, bien plus grave, bien plus importante que ce que les apparences laissent net voir. Blanche voulait partir. Blanche avait vu quelque chose. Blanche savait quelque chose. Et Blanche est morte avant de pouvoir le dire. Cette scène, mesdames et messieurs, n'est pas terminée. Elle ne sera terminée que le jour où la lumière sera faite. Le jour où quelqu'un aura le courage de parler. Le jour où ceux qui savent décideront enfin que la vérité est plus importante que leur confort et leur sécurité. Ce jour-là, peut-être, nous pourrons vraiment comprendre pourquoi Blanche voulait partir. Et peut-être que cette compréhension-là sera le seul hommage digne de cette femme qui a tout donné, qui a tout porté et qui n'a jamais eu la chance de tout dire. Parce que ça voudrait dire que le problème n'est pas Blanche, que le problème n'est pas Esther, que le problème n'est pas le mariage en lui-même ou les femmes qui y entrent et qui en sortent, que le problème est ailleurs, que le problème est peut-être dans cet homme lui-même, dans sa façon d'être, dans sa façon de vivre, dans ses secrets, dans ses activités, dans ce qu'il cache derrière l'image impeccable du pasteur charismatique et respecté. La deuxième hypothèse, c'est la pression. La pression de l'opinion publique, la pression des fidèles, la pression de la communauté qui n'a jamais vraiment accepté ce remariage. Parce que nous l'avons dit depuis le début, ce couple n'est pas aimé par tout le monde. Ce couple divise, ce couple dérange. Et vivre sous ce niveau de pression, vivre en sachant que des milliers de personnes vous jugent, vous critiquent, vous condamnent, c'est quelque chose que tout le monde ne peut pas supporter. C'est quelque chose qui use, qui érode, qui finit par avoir raison même des décisions les plus fermes et des engagements les plus sincères. Est-ce qu'Esther a craqué sous cette pression? Est-ce qu'elle a réalisé que la vie aux côtés du pasteur Marcelo, sous le regard constant et souvent hostile de l'opinion publique, n'était pas ce qu'elle avait imaginé? Est-ce qu'elle a compris qu'être la remplaçante de Blanche, c'est un rôle que personne ne peut vraiment tenir sans en payer le prix fort? Ces questions méritent d'être posées. Et leurs réponses, qu'elles soient, peut-être sans nous en disent long sur la réalité de cette situation. Mais il y a une troisième hypothèse. Une hypothèse plus sombre. Une hypothèse que nous soumettons à votre réflexion, non pas pour accuser, non pas pour condamner, mais parce que les éléments de cette affaire nous y conduisent inévitablement. Et cette hypothèse, c'est celle-ci. Et si le mariage avec Esther n'avait jamais été vraiment ce qu'il semblait être? Et si ce mariage avait servi à un objectif particulier? Un objectif qui n'avait rien à voir avec l'amour, rien à voir avec le désir de refaire sa vie, rien à voir avec la volonté sincère de construire quelque chose de nouveau et de beau? Et si ce mariage avait été avant tout une manœuvre, une façon de contrôler certaines choses, une façon de protéger certains intérêts, une façon de garder la main sur certaines ressources, comme par exemple le compte bancaire de Blanche? Nous posons cette question ce soir non pas par malveillance, mais parce que la logique des faits nous y amène. Parce que quand on relie tous les éléments, la mort de Blanche, le remariage express, le compte bancaire toujours actif, les transactions qui continuent, les biens réclamés par la famille, quand on relie tout ça, on commence à voir un fil conducteur qui traverse toute cette histoire et qui suggère que rien de tout ça n'est le fruit du hasard, que tout ça est lié, que tout ça fait partie d'un même tableau. Un tableau dont nous n'avons peut-être pas encore vu tous les détails, mais dont les grandes lignes commencent à apparaître avec une clarté troublante. Et maintenant, parlons de l'avenir. Parlons de ce qui va se passer. Parce que cette histoire n'est pas terminée. Loin de là. Et plusieurs développements sont prévisibles, plusieurs évolutions sont attendues, plusieurs confrontations sont inévitables. La famille de Brown de Blanche ne va pas se taire. La famille de Blanche a réclamé les biens, et elle va continuer à les réclamer. Elle va continuer à se battre pour les droits de ses 4 enfants. Elle va continuer à exiger des comptes, à demander des explications, à pousser pour que la vérité éclate. Et dans ce combat-là, la famille de Blanche a la loi de son côté, la morale de son côté et l'opinion publique de son côté. C'est une position de force. Et le pasteur Marcelo le sait. Les enfants de Blanche, eux, grandissaient.
Choukrani, Oracle et leurs frères et sœurs ne sont pas des enfants qui vont rester silencieux éternellement. Un jour, ils vont comprendre. Un jour, ils vont poser les questions que les adultes autour d'eux évitent de poser. Un jour, ils vont vouloir savoir ce qui s'est vraiment passé. Ce qui est arrivé à leur mère. Pourquoi elle voulait partir? Pourquoi elle est morte? Pourquoi son compte bancaire a continué à fonctionner après sa mort? Pourquoi leur héritage a peut-être été détourné? Et ce jour-là, quelqu'un devra répondre. Quelqu'un devra assumer. Quelqu'un devra regarder ses enfants dans les yeux et leur dire la vérité. On s'attend à ce que ces affaires soient réglées, que ces comptes soient clôturés, que ces biens soient distribués selon la loi et selon sa volonté. On s'attend à ce que le monde tourne la page, même si le cœur de ceux qui l'aimaient ne le fera jamais vraiment. Mais voilà ce qui se passe dans cette affaire. Voilà ce qui a commencé à circuler, à filtrer, à se murmurer d'abord, puis à se dire à voix haute, puis à éclater au grand jour avec une force que personne ne pouvait plus contenir. Le compte bancaire de Blanche est toujours actif. Le compte bancaire de cette femme décédée, de cette femme qui n'est plus de ce monde, de cette femme dont le corps repose dans la terre pendant que ses enfants grandissent sans elle, ce compte-là n'a pas été fermé. Ce compte-là continue de fonctionner. Ce compte-là enregistre des transactions, des mouvements d'argent, des dépenses, des achats, comme si Blanche était toujours vivante, comme si Blanche était toujours là, quelque part, en train de faire ses courses, en train de gérer ses finances, en train de vivre sa vie. Mais Blanche n'est pas là. Blanche ne fait plus ses courses. Blanche ne gère plus ses finances. Blanche ne vit plus sa vie. Alors qui est derrière ces transactions? Qui utilise ce compte? Qui dépense cet argent? Et avec quelle autorisation? Avec quel droit? Au nom de quoi et au nom de qui? La réponse qui circule, mesdames et messieurs, va vous glacer le sang. On dit, et nous rapportons ce qui se dit, ce qui circule, ce que les gens affirment avec une conviction troublante. On dit que le pasteur Marcelo aurait remis le compte de Blanche à Esther, sa nouvelle femme, à Esther, celle qui a pris la place de Blanche dans son lit, dans sa maison, dans sa vie publique, et qu'Esther utiliserait ce compte pour faire tous ses achats personnels, toutes ses dépenses quotidiennes, avec l'argent de Blanche, avec la fortune de Blanche, avec les ressources financières d'une femme morte qui ne peut plus ni autoriser, ni interdire quoi que ce soit. Prenez un moment, mesdames et messieurs. Prenez un moment pour laisser ça rentrer, pour laisser cette information faire son chemin dans votre esprit et dans votre cœur. Parce que si c'est vrai, et nous disons bien si c'est vrai parce que nous ne sommes pas là pour condamner sans preuve, mais si c'est vrai, alors nous sommes face à quelque chose d'une gravité exceptionnelle, quelque chose qui dépasse le cadre du drame familial, quelque chose qui touche au droit, à la morale, à la dignité de la mort elle-même. Parce que voilà ce que ça signifie concrètement. Ça signifie que la mort de Blanche n'a pas mis fin à l'exploitation de ses ressources. Ça signifie que même morte, même absente, même réduite au silence définitif de la mort, Blanche continue d'être utilisée, continue d'être instrumentalisée, continue de servir des intérêts qui ne sont pas les siens. Et cette fois-ci, ce ne sont pas ses connaissances ou ses secrets qui sont exploités, c'est son argent, c'est sa fortune, c'est tout ce qu'elle a construit, tout ce qu'elle a accumulé, tout ce qu'elle a laissé derrière elle pour ses enfants. Car c'est là le point le plus crucial de toute cette affaire. Blanche a laissé 4 enfants qui ont perdu leur mère. 4 enfants qui grandissent avec ce vide immense, cette absence déchirante que rien ne pourra jamais combler. Et ces 4 enfants, Choukrani, Oracle et leurs frères et sœurs, ont des droits. Des droits légaux, des droits moraux, des droits fondamentaux sur les biens de leur mère, sur la fortune que leur mère a accumulée, sur l'héritage que leur mère leur a laissé. Pas à Esther, pas au pasteur Marcelo, à eux, à ces 4 enfants qui portent déjà le poids de la mort de leur mère et qui ne devraient pas avoir à porter en plus le poids de voir leur héritage partir entre d'autres mains. Et c'est précisément pour ça que la famille de Blanche a réagi. La famille de Blanche, ses parents, ses frères et sœurs, ses proches, ceux qui l'ont connue avant le pasteur Marcelo, ceux qui l'ont aimée pour elle-même et pas pour ce qu'elle représentait dans la vie d'un homme d'église, la famille de Blanche a réclamé les biens, a demandé des comptes, a exigé que les ressources de Blanche soient protégées et transmises à qui de droit. Et nous disons ce soir, avec toute la conviction que nous avons, que cette démarche est juste, que cette démarche est légitime, que cette démarche est non seulement compréhensible, mais nécessaire, parce que ces biens appartiennent aux enfants de Blanche. Ces biens sont l'héritage que leur mère leur a laissé. Ces biens sont peut-être la seule chose tangible, la seule chose concrète, la seule chose matérielle que ces enfants ont encore de leur mère. Et si vraiment quelqu'un utilise cet héritage-là à des fins personnelles, si vraiment l'argent de Blanche finance aujourd'hui le train de vie d'Esther, alors nous sommes face à une injustice criante. Une injustice que le droit devrait corriger, que la morale condamne et que la mémoire de Blanche exige que nous dénoncions. Parlons maintenant de la dimension légale de tout ça. Parce que ce n'est pas anodin. Ce n'est pas simplement une question de sentiment ou de morale personnelle. Il y a des lois qui encadrent ce genre de situation. Il y a des procédures légales qui définissent ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas être fait avec les biens d'une personne décédée.
Et utiliser le compte bancaire d'une personne décédée sans autorisation légale, sans être mandataire, sans être exécuteur testamentaire, sans avoir les droits légaux nécessaires, c'est une infraction. C'est quelque chose qui peut et qui devrait être poursuivi par la loi. Et si le pasteur Marcelo a effectivement remis le compte de Blanche à Esther, si Esther utilise effectivement ce compte pour ses dépenses personnelles, alors plusieurs questions juridiques très sérieuses se posent. Qui avait l'autorité de remettre ce compte à quelqu'un d'autre? Sur quelle base légale cette décision a-t-elle été prise? Y a-t-il eu un testament? Y a-t-il eu une procédure légale suivie? Les enfants de Blanche ont-ils été représentés dans ce processus? Leurs droits ont-ils été respectés? Leurs intérêts ont-ils été protégés? Quelqu'un a-t-il pris la peine de s'assurer que ces 4 enfants n'auraient pas lésés? Ce sont des questions qui méritent des réponses claires, précises, documentées. Pas des explications vagues, pas des justifications floues, des réponses concrètes, vérifiables, qui permettent à tout le monde de comprendre ce qui s'est passé et de déterminer si la loi a été respectée ou violée. Et puis il y a la question de la fortune de Blanche elle-même, parce que nous avons dit que Blanche était une femme riche. Blanche possédait une fortune. Blanche avait des richesses. Et dans ce contexte-là, l'enjeu financier est considérable. Nous ne parlons pas de quelques économies modestes. Nous parlons d'une fortune significative. D'une fortune qui représente des années de travail, d'investissement, d'accumulation. D'une fortune qui a une valeur réelle et substantielle. Et cette fortune-là, aujourd'hui, où est-elle? Qui la contrôle? Qui en bénéficie? Et surtout, qui devrait légitimement en bénéficier? La réponse devrait être simple. La réponse devrait aller de soi. Les enfants de Blanche. C'est eux les héritiers légitimes. C'est eux qui devraient bénéficier de la fortune que leur mère a construite. C'est pour eux que Blanche a travaillé, a économisé, a investi. Pas pour quelqu'un d'autre. Pas pour une femme qui est arrivée après sa mort et qui a pris sa place dans la vie de son mari. Pour ses enfants. Pour ces 4 petits êtres qui portent en son sang, son nom, son amour et le souvenir de sa présence. Mais il y a autre chose dans cette scène qui nous trouble profondément. Il y a quelque chose qui dépasse même la question de l'argent et des biens matériels. C'est la question de la symbolique. C'est la question de ce que ça représente, au-delà des chiffres et des transactions bancaires. Parce que utiliser le compte de Blanche, utiliser le compte d'une femme morte, c'est une façon d'effacer Blanche. C'est une façon de prendre non seulement sa place dans la vie du pasteur Marcelo, mais aussi ses ressources, son identité financière, son existence économique. C'est comme si Blanche continuait d'exister, mais uniquement pour servir les intérêts de ceux qui lui ont survécu. Uniquement pour financer une vie qu'elle ne reconnaîtrait pas. Uniquement pour alimenter un système qui l'a peut-être détruite. Et ça, mesdames et messieurs, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter en silence. Quelque chose que nous ne pouvons pas regarder se passer sans lever la voix. Parce que Blanche méritait mieux que ça. Blanche méritait que sa mort soit respectée. Que sa mémoire soit honorée. Que ses biens soient protégés pour ses enfants. Que son existence ne soit pas réduite à un compte bancaire que quelqu'un d'autre utilise pour faire ses achats. Pensons maintenant à ce que tout cela fait aux enfants de Blanche. Pensons à ce que c'est pour un enfant d'apprendre que l'argent de sa mère morte est utilisé par la nouvelle femme de son père. Pensons à ce que c'est pour un enfant en deuil de voir l'héritage de sa mère partir ailleurs. Pensons à la douleur supplémentaire que ça représente, à la blessure que ça rouvre, à la trahison que ça symbolise. Ces enfants ont déjà perdu leur mère. Ils ont déjà perdu le plus important, le plus irremplaçable, le plus précieux. Et maintenant, si ce qui se dit est vrai, ils risquent de perdre aussi ce que leur mère leur avait laissé. Ce dernier lien matériel avec elle. Ce dernier héritage de sa vie et de son amour. C'est insupportable. C'est injuste. Et c'est pour ça que nous en parlons ce soir. Pas pour détruire quelqu'un. Pas pour alimenter la haine ou la division. Mais parce que ces enfants ont besoin que quelqu'un parle en leur nom. Parce que ces enfants ont besoin que quelqu'un défende leurs droits. Parce que ces enfants, qui ne peuvent pas encore pleinement comprendre ce qui se passe autour d'eux, méritent d'avoir des adultes responsables qui prennent leur défense et qui s'assurent que leurs intérêts sont protégés. Et maintenant, mesdames et messieurs, revenons sur quelque chose d'essentiel. Revenons sur le pasteur Marcelo lui-même. Parce que dans tout ça, dans tout ce tourbillon de révélations et d'accusations, il y a une question centrale qui revient sans cesse. Une question que beaucoup posent et à laquelle personne n'a encore vraiment répondu. Comment un homme que tout le monde aime? Parce que oui, le pasteur Marcelo est un homme aimé, un homme respecté, un homme qui a construit une réputation sur des décennies de ministère et de service. Comment cet homme-là se retrouve-t-il au cœur d'un tel scandale? C'est la grande question. C'est la question qui résiste à toutes les réponses simples. Parce que soit cet homme est ce qu'il paraît d'être, un homme bon, un homme de Dieu, un homme dont la vie privée est malheureusement exposée aux jugements et aux rumeurs inévitables qui accompagnent toute personnalité publique. Et dans ce cas, toutes ces accusations sont injustes, exagérées, motivées par la jalousie ou la malveillance. Soit cet homme cache quelque chose. Soit derrière l'image du pasteur bienveillant et charismatique, il y a une réalité bien différente. Une réalité que Blanche connaissait. Une réalité que Blanche voulait fuir. Une réalité qui expliquerait tout ce qui se passe aujourd'hui. Et la vérité, mesdames et messieurs, c'est que nous ne savons pas encore. Nous ne savons pas avec certitude. Nous rapportons ce qui se dit. Nous posons les questions qui s'imposent. Nous refusons de fermer les yeux sur des éléments qui méritent d'être examinés. Mais nous ne condamnons pas.
nous n'exécutons pas, nous informons, nous alertons, nous maintenons la pression pour que la vérité, quelle qu'elle soit, finisse par émerger. Parce que c'est ça notre rôle ce soir. Et c'est ça, le rôle de tous ceux qui suivent cette affaire avec attention et avec conscience. Maintenir la pression, poser les questions, refuser les réponses faciles, exiger la transparence, exiger des comptes, exiger que les droits de 4 enfants orphelins de mère soient respectés et défendus, quoi qu'il arrive, quoi que ça coûte, et peu importe qui ça dérange. La famille de Blanche a réclamé les biens, et nous disons ce soir que cette réclamation est juste, que cette réclamation est légitime, que cette réclamation devrait être entendue, traitée et résolue dans le respect de la loi et dans l'intérêt des enfants de Blanche. Parce que ces enfants sont la priorité, parce que ces enfants sont les véritables victimes de toute cette histoire, et parce que ces enfants méritent que les adultes autour d'eux fassent enfin ce qui est juste. Blanche est morte, mais ses droits, eux, ne sont pas morts avec elle, et les droits de ces enfants, eux, sont bien vivants, bien réels, bien légitimes, et ils attendent d'être respectés. Ce soir, nous avons traversé trois scènes qui racontent une histoire de mort, de secret, d'argent, de pouvoir et d'enfants laissés pour compte, une histoire qui n'est pas terminée, une histoire dont le dernier chapitre n'a pas encore été écrit, une histoire qui attend encore sa vérité complète, entière, sans phare et sans compromis. Et nous serons là quand cette vérité émergera. Nous serons là pour vous la raconter. Parce que c'est notre engagement envers vous ce soir. Et parce que Blanche, où qu'elle soit, mérite que quelqu'un continue à parler dans son nom. Cette femme extraordinaire, avait choisi de donner sa vie au pasteur Marcelo. 18 ans. 18 longues années de vie commune. 18 ans de mariage, de sacrifices, de compromis, de joie partagée et de peines traversées ensemble. 18 ans à construire quelque chose. 18 ans à bâtir une famille, à élever des enfants, à porter ensemble le poids et la gloire d'une vie publique aux côtés d'un homme d'église. Parce que être la femme d'un pasteur, mesdames et messieurs, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas une vie ordinaire. C'est une vie exposée, une vie scrutée, une vie où chaque geste est observé, où chaque parole est analysée, où chaque sourire et chaque larme sont interprétés par une communauté entière. Blanche avait accepté cette vie. Elle l'avait embrassée. Elle s'était tenue aux côtés de cet homme devant les caméras, devant les fidèles, devant le monde entier. Et en échange de tout ça, en échange de 18 ans de dévouement, de loyauté, de présence, qu'est-ce qu'elle a reçu ? C'est la question que beaucoup se posent ce soir. Et c'est une question qui mérite une réponse honnête. Parce que voilà ce qui s'est passé. Blanche est morte. Blanche a quitté ce monde. Et avec elle sont partis 18 ans d'histoire, 18 ans de souvenirs, 18 ans d'une vie construite pierre par pierre. Elle a laissé derrière elle 4 enfants. 4 enfants qui avaient besoin de leur mère. 4 enfants, Choukrani Oracle et leurs frères et sœurs. Des enfants qui portent aujourd'hui le poids d'une absence immense, d'un vide que rien ni personne ne pourra jamais combler. Parce qu'une mère, mesdames et messieurs, une mère ne se remplace pas. Une mère, ça ne se remplace jamais. Et pourtant, il semblerait que pour certaines personnes dans cette histoire, le remplacement soit arrivé très très vite. Parlons-en. Parlons de ce remariage. Parlons de ce moment précis où le pasteur Marcelo est apparu aux côtés d'Esther. Parce que c'est là que tout a basculé. C'est là que l'opinion publique s'est fracturée en deux. D'un côté, ceux qui ont dit « laissez cet homme vivre, laissez-le trouver le bonheur, personne n'a le droit de lui imposer un temps de deuil ». Et de l'autre côté, ceux qui ont dit « non, ça va trop vite, non, c'est trop tôt, non, c'est irrespectueux, non, c'est choquant ». Et cette deuxième catégorie de personnes, mesdames et messieurs, est loin d'être une minorité. Elle est loin d'être composée de gens jaloux ou de gens malveillants. Non, ce sont des gens ordinaires, des fidèles sincères, des proches de Blanche, des personnes qui l'ont connue, qui l'ont aimée, qui l'ont accompagnée dans sa vie et dans sa mort, et qui se retrouvent aujourd'hui face à une réalité qu'ils n'arrivent pas à digérer. Pourquoi ? Parce que le temps est au cœur de tout. En Afrique, dans nos cultures, dans nos traditions, dans nos valeurs profondes, le deuil est un rite sacré. Le deuil est un temps que l'on doit respecter. Ce n'est pas une question de règles arbitraires, ce n'est pas une question de protocole vide de sens, c'est une question de respect profond pour la personne qui est partie. C'est une façon de dire, cette personne a compté, cette personne a eu de la valeur, cette personne mérite que l'on s'arrête, que l'on prenne le temps, que l'on ne se précipite pas vers la prochaine page avant même d'avoir fermé la précédente. Et c'est précisément ce sentiment-là qui manque aux yeux de beaucoup dans cette affaire. Ce sentiment que Blanche a compté. Ce sentiment que 18 ans de vie commune méritent davantage qu'un remplacement express. Ce sentiment que 4 enfants en deuil de leur mère méritent de voir leur père prendre le temps de souffrir, de pleurer, de cicatriser, avant de recommencer une nouvelle vie avec une autre femme. Mais regardons les faits objectivement. Regardons-les avec tout le recul que nous pouvons avoir. Le pasteur Marcelo est un homme public. C'est un homme d'église. C'est un homme que tout le monde connaît, que tout le monde observe, que tout le monde juge. Parfois avec bienveillance, parfois avec sévérité. Et dans sa position, chaque décision qu'il prend est amplifiée. Chaque geste qu'il pose est grossi par le regard de milliers de personnes. Ce n'est pas comme un homme ordinaire qui se remarie discrètement et que ses voisins remarquent à peine. Non. Quand le pasteur Marcelo fait quelque chose, le monde entier le sait. Le monde entier le commente.
Le monde entier le juge. Et dans ce contexte-là, la question que beaucoup se posent est légitime. Est-ce qu'il n'aurait pas dû mesurer davantage la portée de ses actes? Est-ce qu'il n'aurait pas dû anticiper la réaction de son public, de sa communauté, de ses fidèles? Est-ce qu'en tant qu'homme de Dieu, en tant que guide spirituel, en tant que figure publique qui a construit sa réputation sur des valeurs morales et familiales, est-ce qu'il n'avait pas une responsabilité particulière de montrer l'exemple en matière de deuil et de respect? Ce sont des questions difficiles. Ce sont des questions inconfortables. Mais ce sont des questions que l'on ne peut pas éviter ce soir. Et puis il y a Esther. Parlons d'Esther. Qui est Esther dans tout ça? Est-ce qu'Esther est une victime? Est-ce qu'Esther est une complice? Est-ce qu'Esther est simplement une femme qui a rencontré un homme et qui a accepté de partager sa vie? La vérité, mesdames et messieurs, c'est que nous ne connaissons pas vraiment Esther. Nous ne savons pas vraiment ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ce qu'elle a traversé. Mais ce que nous savons, c'est que son arrivée dans la vie du pasteur Marcelo a été perçue par beaucoup comme une intrusion, comme une trahison, comme un effacement de Blanche. Et visuellement, parce que les images ont parlé, les photos ont circulé, les vidéos ont été partagées, visuellement, oui, Esther et le pasteur Marcelo forment un beau couple. Personne ne peut le nier. Ils ont une certaine présence ensemble, ils ont une certaine allure. Mais la beauté d'un couple, mesdames et messieurs, ne suffit pas à effacer les questions. La beauté d'un couple ne suffit pas à calmer la douleur de ceux qui pleurent encore Blanche. La beauté d'un couple ne suffit pas à répondre aux enfants qui grandissent sans leur mère et qui voient leur père avancer sans se retourner. Parce que ça aide au fond dans tout le cœur de cette première scène. Ce n'est pas simplement une question de timing. Ce n'est pas simplement une question de mariage trop rapide ou de deuil trop court. C'est une question bien plus profonde. C'est une question d'identité. C'est une question de qui était vraiment Blanche pour cet homme. Quel était l'amour de sa vie? Est-ce qu'elle était sa compagne, sa confidente, son âme sœur? Ou est-ce qu'elle était quelque chose d'autre? Est-ce qu'elle était un chapitre parmi d'autres? Est-ce qu'elle était remplaçable? Ces questions font mal, ces questions blessent, mais elles sont là, elles flottent dans l'air, elles sont sur toutes les lèvres, et personne ne peut faire semblant de ne pas les entendre. Et maintenant, mesdames et messieurs, ajoutons une autre couche à tout ça, parce que ce serait trop simple si c'était juste une histoire de remariage rapide. Non, il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose qui dépasse le simple fait de s'être remariée trop vite. Il y a le fait que Blanche elle-même, avant de mourir, avait voulu divorcer. Blanche elle-même avait senti le besoin de partir, de fuir peut-être, d'échapper à quelque chose ou à quelqu'un. Et ça change tout. Parce que ça nous dit que le mariage du pasteur Marcelo et de Blanche n'était peut-être pas ce qu'il paraissait de l'extérieur. Ça nous dit que derrière la façade du couple pastoral, derrière les sourires devant les fidèles, derrière les apparences soignées et les tenues impeccables, il y avait peut-être une réalité bien plus sombre. Une réalité faite de tensions, de menaces, de secrets. Une réalité que Blanche portait seule, en silence, parce qu'elle n'avait peut-être pas d'autre choix. Et c'est là que la mort de Blanche prend une dimension particulièrement troublante. Parce qu'une femme qui voulait divorcer, une femme qui se sentait menacée, une femme qui détenait des secrets dangereux, cette femme est morte. Et après sa mort, son mari s'est remarié très vite. Et maintenant, ce deuxième mariage est lui aussi en train de se défaire. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce le destin? Est-ce que simplement la vie qui suit son cours avec tous ses hasards et ses imprévus? Ou est-ce qu'il y a un fil conducteur dans tout ça? Est-ce qu'il y a une logique cachée que nous ne voyons pas encore clairement mais qui commence à se dessiner? Ce soir, nous n'avons pas toutes les réponses. Nous sommes honnêtes avec vous. Personne n'a toutes les réponses. Mais ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est que cette première scène, la mort de Blanche et le remariage éclair du pasteur Marcelo, n'est pas une scène simple. Ce n'est pas une scène que l'on peut résumer en quelques mots et oublier. C'est une scène qui mérite qu'on s'y attarde, une scène qui mérite qu'on pose les bonnes questions, une scène qui mérite qu'on donne la parole à ceux qui souffrent, et notamment à ces 4 enfants qui ont perdu leur mère et qui regardent leur père construire une nouvelle vie. Parce qu'au bout du compte, mesdames et messieurs, c'est eux qui comptent le plus dans cette histoire. Ce sont eux les premières victimes de tout ce tourbillon. Ce sont eux qui vivent au quotidien les conséquences de décisions qu'ils n'ont pas choisies. Et c'est à eux que nos pensées vont ce soir, en premier lieu. Blanche est partie. Mais son histoire, elle, n'est pas terminée. Son histoire continue de s'écrire, dans les larmes de ses enfants, dans les questions de son entourage, dans les murmures de ceux qui l'ont connue et qui n'ont pas oublié. Et nous continuons à suivre cette affaire pour vous, parce que la vérité mérite d'être dite, parce que Blanche mérite que l'on parle d'elle avec respect et avec dignité, et parce que cette histoire, mesdames et messieurs, est loin d'être terminée.